Donc bonjour et bienvenue à tous pour cette quatrième webconférence du dispositif Frex Bâtiment Performant de la QC. Nous sommes aujourd'hui encore assez nombreux, donc merci de respecter la fermeture des micros et des caméras. Les précédentes webconférences sont disponibles en replay et les rapports complets sont également dispo dans la mallette pédagogique du dispositif Frex Bâtiment Performant. Donc, si vous ne les avez pas suivis, vous pouvez les retrouver. Pour rappel, donc c'est la quatrième, donc on a déjà traité les sujets de la ventilation simple flux en rénovation, de la ventilation double flux en rénovation et de l'isolation des rampants en rénovation. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter du dispositif Frex Bâtiment Performant, comme ça vous éviterez de rater les prochaines webconférences sur les autres sujets, puisqu'au total il y aura 10 webconférences. Alors, en attendant que tout le monde se connecte et arrive, je vous propose de répondre à un petit sondage concernant la participation. Ça me permettra d'ajuster la présentation du dispositif. Donc, c'est simplement de savoir voilà, si vous avez déjà participé ou pas à une des trois premières webconférences. Donc, voilà, vous pouvez répondre. Voilà, donc on a à peu près un peu plus d'un tiers des personnes qui ont déjà participé à une des deux webconférences. Et puis, les 40% qui n'ont participé à aucune webconférence. Donc, je vais reprendre la petite présentation habituelle pour que vous ayez tous en tête les mêmes informations. Alors, du coup, au sommaire aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur ce qu'est le dispositif Frex Bâtiment Performant pour comprendre d'où viennent les retours d'expérience et comment sont choisis les enseignements que nous allons vous présenter. Je laisserai ensuite la parole à Clémence, qui est chef de projet au sein du réseau breton Bâtiment Durable, pour nous présenter les enseignements du rapport concernant l'éclairage artificiel. On prendra quelques questions dans le chat au cours de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, mais surtout à utiliser le chat comme espace d'échange entre vous si vous souhaitez apporter des informations sur les questions qui sont posées ou si vous avez des questions. On tâchera d'y répondre. Voilà, donc un petit rappel pour restituer le contexte et l'AQC. Donc, c'est une association loi 1901 qui a pour mission la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité dans la construction. Donc, elle regroupe aujourd'hui 49 organismes de la filière bâtiment autour de 3 commissions: l'observation, la prévention de produits mis en œuvre, donc qui est la C2P, la commission prévention construction, la CPC. La QCL héberge également aussi le secrétariat des grands programmes comme Pacte par le passé, FIBAT, Profil aujourd'hui, ou encore Ombré pour l'outre-mer. Les enseignements qui vous sont présentés aujourd'hui par Clémence, ils sont issus de retours d'expérience menés dans le cadre et avec la méthodologie du dispositif Frex Bâtiment Performant, donc qui est un des observatoires de l'AQC, celui qui est lié aux risques émergents. Ce dispositif Frex Bâtiment Performant, il met à l'honneur la rénovation sur la campagne de visite 2020-2021 et il est financé par le programme Profil. Donc, Profil, pour rappel, si vous ne l'avez pas en tête, c'est le programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie. Donc, vous trouverez le lien dans le chat également. Autrement dit, c'est un programme qui regroupe 9 projets pour faciliter et fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments existants et dont le projet Rex Rénovation est un des 9 projets. Un petit point sur le dispositif Rex Bâtiment Performant. Donc, c'est un dispositif de retour d'expérience qui est basé sur la collecte sur le terrain réalisée par nos enquêteurs, donc comme Clémence aujourd'hui pour le réseau breton Bâtiment Durable. Aujourd'hui, on a 10 enquêteurs sur le territoire qui mènent ces retours d'expérience. Donc, le principe, c'est qu'ils réalisent des visites de bâtiments performants sur leur territoire et rencontrent les acteurs qui ont participé à leur conception, à leur réalisation. Donc, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, entreprise. Toutes les données qui sont collectées sont collectées dans une base de données. Donc, ça, c'est l'étape 2 du dispositif. Puis ensuite vient l'étape de l'analyse selon des critères que l'on souhaite étudier. Et cette analyse, elle est réalisée via une extraction ad hoc de cette base de données. Et pour cette étape d'analyse, on fait appel à des contributeurs experts de la thématique en question. Cette contribution, elle nous permet d'analyser un peu plus finement les constats qui ont été observés, d'échanger et puis de prioriser les enseignements qu'on souhaite mettre à l'honneur, et puis également d'échanger des points de vue. Pour ce rapport, nous avons été accompagnés par Yannick Sutter de Lumibien et puis Joël Malgorn de Prolume.
Donc vient ensuite le temps de la valorisation de ces enseignements. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui et puis depuis 2 mois via le cycle de restitution. Les valorisations, elles se traduisent également par la création et la mise à disposition de livrables que vous pouvez retrouver sur le site de la mallette pédagogique. Donc on vous met le lien également dans le chat. Donc il s'agit d'études de cas, de QCM. Donc les rapports qu'on présente aujourd'hui sont disponibles aussi dans cette mallette pédagogique. Je vais laisser la parole à Clémence pour vous donner quelques informations sur le centre de ressources Réseau Breton Bâtiment Durable, donc, qui a participé à ce sujet sur l'éclairage artificiel. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, petite présentation du Réseau Breton Bâtiment Durable, donc, qui est également une association loi 1901, donc, qui est existante depuis 2012 et qui a été structurée en association depuis 2019. Le réseau est défini comme centre de ressources techniques en Bretagne. L'association a pour objet d'accélérer les transitions et de valoriser l'innovation en fédérant l'ensemble des acteurs du bâtiment en Bretagne sur les thématiques de la construction et de la rénovation durable. Donc, elle se positionne comme le réseau des réseaux, donc, en animant un espace d'échange et de partage, en proposant des ressources et des outils techniques, et en anticipant les évolutions pour faciliter la montée en compétences. Le rôle du réseau est de diffuser l'information du secteur, de créer une dynamique de réseau pour ses membres et de favoriser le partage d'expériences et de connaissances, comme c'est le cas ici en participant aux travaux de l'AQC. Donc pour le rapport sur l'éclairage artificiel en rénovation, 12 enseignements à connaître. Donc vous avez la couverture à l'image. Donc voilà, on a travaillé avec ce que je disais tout à l'heure avec Yannick Sutter de Lumibien et Joël Malgorn de Prolume. Donc il y a Yannick Sutter est parmi nous aujourd'hui normalement. Yannick, si tu souhaites te présenter, dire quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Samuel. Effectivement, donc je suis Yannick Sutter, gérant du bureau d'études Lumibien et enseignant à l'école d'architecture de Montpellier. Donc bien, j'ai accompagné Clémence sur le traitement de certains des enseignements qu'elle a abordés justement dans ce rapport en amenant quelques points de vue, disons, un peu plus techniques. Ok, merci Yannick. Et puis du coup, Joël n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais voilà, il a participé au même titre que Yannick sur le rapport. Je ne sais pas si vous connaissez la structure des rapports 12 enseignements. Je vous propose de découvrir avec quelques images. Clémence, du coup, si tu peux départager ton écran, comme ça je vais mettre hop, la petite présentation. Donc les rapports 12 enseignements, ils sont toujours construits de la même manière. Vous avez une première partie qui explique un petit peu ce que je vous ai expliqué en préambule sur la façon de procéder du dispositif. Et puis ensuite, vous avez une description des 12 enseignements qu'on a choisi de retenir, en partant toujours de la non-qualité et puis en essayant de trouver les origines, les impacts pour aller vers les solutions correctives et les bonnes pratiques par rapport à ces enseignements. Donc vous retrouverez sur tous les rapports thématiques toujours la même construction. Et puis donc tous ces rapports thématiques sont j'ai fait un petit bug. Hop, voilà. Tous ces rapports thématiques, ils sont téléchargeables, comme je le disais tout à l'heure, sur la mallette pédagogique. Donc voilà, Clémence, tu peux repartager ton écran pour poursuivre la présentation et peut-être nous donner quelques éléments de cadrage sur le sujet de l'éclairage artificiel. Ok, merci Samuel. Alors, hop. Du coup, pour commencer en introduction, quelques éléments concernant l'éclairage, donc que ce soit en construction neuve ou en rénovation. 3 enjeux majeurs que doit respecter l'éclairage sont déjà d'assurer la sécurité des déplacements, d'apporter une quantité de lumière suffisante pour les usagers et de maîtriser la consommation énergétique. Donc, concernant les visites réalisées et les retours d'expérience en rénovation, plusieurs points vont être abordés par la suite, comme l'apport de lumière naturelle, le choix des équipements d'éclairage artificiel et le pilotage et la gestion de l'éclairage. Bien que pour ce rapport, l'analyse soit portée essentiellement sur l'éclairage artificiel, 2 enseignements rappellent l'importance des apports de lumière naturelle. Donc, c'est un complément du premier rapport qui a été réédité en 2019 sur les ambiances lumineuses.
Du coup, on peut démarrer par le premier enseignement qu'on a choisi de vous présenter, donc qui est celui de trouver la position optimale pour la mise en place d'un éclairage zénital au regard des contraintes extérieures. Est-ce que Clémence, tu peux nous donner du coup les constats de non-qualité par rapport à cet enseignement, des choses qu'on a pu voir sur le terrain? Oui, donc sur ce constat, deux images de non-qualité. La première, sur cette image, on voit que l'ombre portée du bâtiment mitoyen empiète sur le puits de lumière. Donc on voit une ombre sur la moitié à peu près du puits de lumière. Donc l'origine de cette non-qualité va être l'absence de prise en compte des masques extérieurs. Donc ça peut être très bien les bâtiments dans ce cas-là, ou les équipements techniques comme les centrales de traitement d'air, les panneaux solaires, ou encore la végétation. La deuxième image de non-qualité de son constat va être ce lanterneau qui est encrassé par la présence de végétation et le développement de micro-organismes. Donc, en fait, l'absence d'entretien régulier restreint l'apport de lumière naturelle. On voit ici que c'est très obstrué. Donc, pour ce cas, l'origine va être un manque d'entretien du dispositif d'éclairage zénital. Les principaux impacts de cette non-qualité vont être la compensation par les luminaires électriques, car l'éclairage intérieur ne bénéficie pas de l'ensemble du potentiel de lumière naturelle, ainsi que la dégradation de l'uniformité de l'éclairage naturel à l'intérieur du bâtiment. Des solutions correctives à mettre en œuvre immédiatement, on va dire, peut-être d'entretenir et ou élaguer la végétation gênante et de nettoyer l'extérieur du puits de lumière. Donc, en fait, il a la possibilité de prévoir un contrat de maintenance, par exemple, pour les éclairages zénithaux. Un exemple de bonne pratique que j'ai pu rencontrer durant mes visites. On voit ici sur cette image qu'aucun masque n'est présent à proximité des tubes de lumière. Et donc, l'entretien est effectué régulièrement puisque sur les skydomes, il n'y a aucune trace de salissure. Donc, la lumière peut tout à fait passer qu'à 100%. Et les bonnes pratiques à mettre en œuvre en amont seraient d'optimiser, donc en conception, l'emplacement des puits de lumière par rapport à la course du soleil et au masque environnant, afin de maximiser les apports, et d'entretenir régulièrement les dispositifs d'accès à la lumière naturelle, donc en mettant en place, comme je le disais, un contrat d'entretien pour les puits de lumière ou autres éclairages zénithaux. Donc ça, c'était un des deux enseignements, comme l'a dit Clémence, sur l'éclairage naturel, bien que le rapport porte essentiellement sur l'éclairage artificiel. Donc le deuxième, on a choisi de ne pas le présenter aujourd'hui, mais vous le retrouverez en détail dans le rapport. On peut passer à l'enseignement suivant, qui est celui de considérer les risques pour la rétine liés à la lumière bleue des LED. Pareil, Clémence, est-ce que tu peux nous donner des exemples de constats de non-qualité pour expliquer ce choix d'enseignement? Oui, alors donc l'image que vous voyez à l'écran est en fait tirée des mesures du spectromètre que j'utilisais pour prendre des mesures pendant les visites. Donc c'est une mesure spectrale et on peut voir que donc l'intensité relative de la lumière bleue est importante à ce niveau-là. Donc il y a un pic autour de 440 nanomètres. Donc on est ici en intensité relative. À savoir que la lumière bleue est responsable des effets délétères sur la rétine, donc sur une longueur d'onde comprise entre 435 et 440. C'est aussi la lumière appelée bleu-violet. L'origine de ce constat va être une installation de LED de mauvaise qualité ou contrefaite, ou aussi la méconnaissance des risques liés à la lumière bleue et l'absence de prise en compte de ce facteur lors de la prescription des luminaires. Donc le principal impact de cette lumière bleue dans cette longueur d'onde et sur une exposition directe va être la dégradation de la rétine, à savoir que ce sont les photons bleus qui dégradent les cellules photosensibles de la rétine, donc notamment chez les jeunes enfants et chez les personnes âgées.
Donc, chez les jeunes enfants, ça va être leur système visuel qui est en pleine croissance et leur cristallin ne filtre pas efficacement le rayonnement dans cette longueur d'onde. Et donc, chez les personnes âgées, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire ou DMLA. Les solutions correctives à mettre en place va être de contrôler et de remplacer donc en priorité les LED en lumière directe comportant un taux de lumière bleu-violet, donc important sur la longueur d'onde entre 435 et 440. Donc, il est possible dans la fiche technique de trouver donc la mesure spectrale de la source lumineuse. Ici, un exemple de bonne pratique, donc toujours avec une image tirée des mesures du spectromètre. On peut voir que le pic n'est pas ici sur le bleu-violet, mais plutôt dans le rouge, donc autour de 600. Donc ici, les effets délétères de la lumière bleue sont évités. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre sont donc d'être vigilant lors de la sélection du luminaire, donc en étudiant les spectres, comme je le disais précédemment, donc notamment en choisissant, en portant une attention à choisir des luminaires possédant une longueur d'onde acceptable, surtout quand on se porte sur une lumière blanche susceptible de contenir une forte proportion de lumière bleue. On peut aussi prévoir un autocontrôle donc à l'aide d'un spectromètre selon les usages de la pièce, donc que ce soit en EHPAD ou dans les établissements de petite enfance comme les crèches. Et donc, on peut aussi profiter de la rénovation pour vérifier la composition spectrale de l'ensemble des LED ainsi que des nouveaux luminaires. Du coup, sur cet enseignement, je profite de rappeler dans la méthode du dispositif RAX bâtiment performant, Clémence était équipée d'une mallette de mesure, puisqu'on a un protocole d'appréciation du confort et des ambiances qu'on a agrémenté d'un spectromètre spécifiquement pour cette mission. Donc, ça a permis aussi de voir par la mesure ce qu'on ne pouvait pas voir auparavant lors de nos visites. Donc, il y a quelques enseignements qui sont illustrés et qui permettent d'aller un peu plus loin grâce à cette mesure. Sur l'enseignement suivant, donc celui qui traite d'éviter les phénomènes de scintillement. Le scintillement ou aussi flicker en anglais, ce qui est plutôt, on appelle ça comme ça, même sur les fiches techniques. Donc ici, sur cette image, donc en fait, cette image représente l'affichage de l'écran d'un smartphone en mode appareil photo. Et ça permet de mettre en image le scintillement du tube LED. On voit l'apparition de bandes blanches, des bandes lumineuses, donc ce qui représente la variation de l'intensité du luminaire et donc qui est perceptible à l'œil. L'origine de ce scintillement peut être l'incompatibilité des équipements. Donc, l'association de modules de gradation avec certains luminaires peut accentuer le phénomène de scintillement ou même l'induire pour des sources qui ne scintillent pas à l'origine. Autre origine peut être aussi la mauvaise qualité ou la défectuosité du driver du luminaire qui ne supporte pas les variations d'intensité du réseau électrique. Le principal impact, ça va être la gêne pour les occupants. Les sensations peuvent aller de l'inconfort au maux de tête et déclencher, dans certains cas, donc les plus extrêmes, des crises d'épilepsie. Une solution corrective à mettre en place, ça va être de changer les composants défaillants ou de mauvaise qualité si les produits sont remplaçables. Donc, on va pouvoir remplacer les drivers ou les ballasts. Donc, un ballast est le composant ferromagnétique ou électrique ou électronique qui est utilisé pour stabiliser le courant dans un circuit électrique. Et le driver, c'est donc le composant d'un luminaire qui est également appelé alimentation, et c'est le boîtier inséré entre le réseau électrique et les sources LED. Un exemple de bonne pratique, donc comme disait tout à l'heure Samuel, ici sur cette image, on peut voir le spectromètre que j'ai utilisé durant les visites. Donc c'est le petit boîtier noir posé sur le sol. Donc grâce à lui, j'ai aussi pu mesurer des indicateurs de flicker. Donc on voit les 3 indicateurs ici
je pouvais mesurer donc, le pourcentage, l'indice et la fréquence. Les valeurs de référence donc, qui sont estimées comme tolérables se situent autour de 40% et avec un indice de flicker de 0,15 maximum. Donc on voit ici pour cette prise de mesure donc, qui se situe dans une circulation que les deux indices sont corrects. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre en amont sont de choisir un driver de bonne qualité, donc acceptant les fluctuations d'intensité, ou de choisir un driver dit flicker-free. Donc, c'est précisé sur les fiches techniques des luminaires, mais c'est assez rare que ce soit précisé. On peut aussi donc contrôler à l'aide d'un spectromètre, comme j'ai pu le faire sur l'image précédente, les indices de scintillement, donc à pleine puissance ainsi qu'à plusieurs niveaux d'intensité lorsque les luminaires sont équipés d'un système de gradation. Et enfin, vérifier ce que je disais, les indices et les pourcentages des luminaires qui respectent les valeurs de référence souhaitées. Ok, merci Clémence. Du coup, j'en profite avant de passer à l'enseignement suivant. Donc, je vois que Yannick participe dans le chat aussi à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les regarder dans le chat si vous souhaitez échanger sur certains sujets et potentiellement des liens qui peuvent être partagés aussi. Je pense notamment à l'ANSES par rapport aux questions sur la lumière bleue. Pour l'enseignement suivant, qui est celui de s'assurer d'une restitution réelle des couleurs, donc on va parler d'IRC. Au lieu de vous le présenter de la même manière que les autres enseignements, on va vous faire participer. Donc du coup, vous l'avez sous forme de questions. Clémence, je te laisse poser la question le temps que je lance le sondage. Oui, alors, donc, quelle est la valeur d'IRC, quelle valeur d'IRC est recommandée pour une lampe afin d'obtenir un meilleur rendu des couleurs? Donc, l'IRC, c'est l'indice de rendu de couleurs et c'est l'indice qui définit la capacité de l'œil à distinguer toutes les couleurs. Donc, petit Ok. a, oui, les réponses, pardon. Non, Petit a, vas-y. inférieur à 70, petit b compris entre 70 et 80, c compris entre 80 et 100, et d supérieur à 100. Ok, donc je vous laisse encore quelques secondes pour partager. Voilà, il y a une bonne majorité qui est sur la bonne réponse. Donc, on va voir tout de suite la réponse. Je laisse encore quelques secondes pour que le maximum puisse participer. Hop, voilà, on va mettre fin au sondage. Donc, il y a, on va partager les résultats. Donc, on a 56% des personnes qui ont répondu compris entre 80 et 100. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est la bonne réponse. Clémence, est-ce que tu peux nous donner des Oui, éléments c'est ça. Samuel, c'est la bonne d'explication, réponse. peut-être les non-qualités Ouais. qui ont pu être observées par rapport à cet enseignement de s'assurer d'une restitution réelle des couleurs? Effectivement, donc la bonne réponse entre 80 et 100. Donc en fait, l'indice, l'IRC, c'est un indice qui est compris entre 0 et 100. Et donc plus l'IRC est proche de 100, plus la lumière sera semblable à la lumière naturelle et la perception sera donc la plus fidèle et la meilleure. Le principal impact du constat, si c'est inférieur à cette valeur de 80, va être une restitution infidèle de la couleur des objets présents dans la pièce, donc ce qui peut entraîner des couleurs ternes ou un problème de distinction des objets. Les solutions correctives à mettre en œuvre est donc de remplacer la lampe et de choisir un luminaire avec un IRC au-dessus de 90 qui donne un très bon rendu des couleurs, donc au plus proche de la situation réelle. Ici, je vous ai mis un exemple avec une image. Donc, on peut voir deux plateaux de fruits. Sur l'image de gauche, la source lumineuse éclairant ce plateau de fruits possède un IRC supérieur à 80. Donc, on voit que les couleurs sont vives, elles sont fidèles à la réalité. Contrairement au plateau donc à droite où la source lumineuse possède un IRC inférieur à 70, donc là on voit bien que les couleurs sont plus ternes et donc ne correspondent pas à la réalité, sont plus infidèles.
Les bonnes pratiques à mettre en œuvre, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est de choisir un luminaire avec un IRC le plus proche possible de 100 ou au moins supérieur à 90. Une fois ce luminaire installé, on va vérifier que les couleurs sont correctement perçues par l'œil. Et finalement, il faut aussi veiller à choisir un luminaire avec un IRC spécialisé lorsque l'activité est spécifique, puisque en fait, l'IRC correspond à la moyenne de la restitution de toutes les couleurs sur une palette de 15 couleurs. Donc, il est nécessaire que l'indice soit élevé dans la gamme de couleurs voulues. Par exemple, pour une boucherie, on va chercher à avoir un IRC, un taux d'IRC élevé dans le rouge, puisqu'il faut que la couleur de la viande soit le mieux restituée possible par rapport à la réalité. Alors, du coup, juste un petit point, juste pour répondre à la question pour ceux qui nous ont rejoints en cours de présentation. Donc oui, la présentation, elle sera disponible sous forme de replay dès demain. Et vous avez plus de détails aussi via le rapport qui est en téléchargement sur le site de la mallette pédagogique. On va vous remettre le lien dans le chat si vous le souhaitez pour le télécharger. Et vous avez notamment donc, plus de détails et aussi toutes les références qui peuvent être accompagnées pour illustrer les enseignements dont on parle aujourd'hui. Oui, tout à fait, avec les valeurs aussi d'IRC, d'éclairement. Tout à fait, il y a une partie définition des termes qui ont été employés. L'enseignement suivant, donc, qui est celui de mettre en place un système de pilotage de l'éclairage adapté à l'usage du bâtiment. Donc, de la même manière, on démarre par les constats de non-qualité sur le terrain qu'on a pu observer. Donc, sur cette image, on peut voir que l'ensemble de l'éclairage est commandé par des interrupteurs qui sont situés à un seul et même endroit du bâtiment. Donc, les luminaires fonctionnent en tout ou rien. Il n'y a pas de système de détection malgré la présence de sectorisation. Donc, les luminaires sont allumés à pleine puissance dans l'ensemble des pièces, quels que soient les usages, et donc même si ces pièces ne sont pas occupées. Donc, l'origine de cette non-qualité vont être que les commandes s'effectuent manuellement via les interrupteurs regroupés à un seul endroit, donc comme on peut le voir ici, et qu'aucun système de pilotage n'a été prévu dans le cahier des charges, donc la demande n'a pas été effectuée en phase programmation. Le principal impact de cette non-qualité va être la surconsommation d'énergie. Les solutions correctives à mettre en œuvre vont être de vérifier déjà la compatibilité de l'installation pour la mise en place d'un système de pilotage. Donc, peut être des systèmes filaires ou non filaires. Et donc, si le cas d'un système non filaire est possible, on va pouvoir étudier la mise en place de ce type de gestion. Donc, les systèmes non filaires, peut-être des systèmes Bluetooth, Mesh, Zigbee, InNotion. Un exemple de bonne pratique ici mis en œuvre dans un groupe scolaire. Donc on peut voir que, non, on peut pas voir, mais en fait l'éclairage ici artificiel est piloté grâce au protocole DALI. Donc ce protocole permet de mettre différents scénarios en place selon les classes, selon les pièces. Et donc, on peut voir ici sur cette image qu'il y a des puits de lumière naturelle aussi. Ils sont sur la droite. Donc, les scénarios permettent de piloter l'éclairage artificiel en fonction de ces apports naturels, ainsi que de la fréquentation de la classe, etc. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre en amont vont être de prendre connaissance des systèmes de pilotage de l'éclairage existants, afin de mettre en place le dispositif le plus adapté. Donc, comme je le disais précédemment, pour l'exemple que j'avais pris, le protocole DALI, donc lui est exclusivement dédié à la gestion d'éclairage, donc et permet d'établir jusqu'à 16 scénarios. On va aussi décider des scénarios d'éclairage à mettre en place en amont du projet, avec le bureau d'études et le maître d'ouvrage. Il est aussi indispensable de former le responsable du site à l'utilisation du système afin qu'il soit l'utilisation soit la meilleure. Et on va ensuite informer et former les occupants sur la mise en place d'un seul système de gestion pour qu'il soit compris et accepté.
Et avant de passer à l'enseignement suivant, je profite des remarques qui sont faites dans le chat et notamment concernant le sujet précédent, quand on a parlé des LED, il y a M. Ouvrard qui nous rappelle que le syndicat de l'éclairage a publié un document qui est la charte LED et qui vous apportera aussi des informations sur la qualité des LED. Et autres documents disponibles aussi dans la mallette pédagogique, c'est un guide de l'ADEME qui a été aussi fait avec le syndicat de l'éclairage sur la rénovation de l'éclairage. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en ligne sur le site de la mallette pédagogique récemment. Donc, on peut poursuivre sur l'enseignement suivant, qui est celui de prévoir une commande manuelle permettant de déroger à l'automatisation. Alors, pourquoi cet enseignement? Quel constat de non-qualité, encore une fois? Alors, oui, pourquoi ces enseignements? J'ai pu remarquer sur le terrain à plusieurs reprises que la gestion de l'éclairage est en fait soumise uniquement à la détection de présence et de luminosité et qu'il n'était pas possible de piloter manuellement la lumière. Donc ici, par exemple, la photo que l'on peut voir à l'écran, il n'y a pas d'interrupteur présent dans la pièce et le détecteur de présence était défaillant. Donc, les occupants étaient obligés d'éteindre directement sur le tableau électrique les luminaires. L'origine de ce constat est que aucune commande manuelle n'est installée en complément de la détection, ou alors ça peut aussi être dans certains cas qu'un interrupteur ou une télécommande existe, mais ils sont dissimulés et les usagers ne sont pas informés de leur présence. Les principaux impacts vont être la surconsommation liée à l'utilisation de l'éclairage lorsque la lumière naturelle est suffisante. Ça peut être aussi un risque d'éclairement trop faible lorsque l'éclairage naturel est insuffisant et que l'éclairage artificiel n'est pas déclenché. Et ça peut être, dans certains cas, l'impossibilité de créer l'obscurité, par exemple, quand nous sommes dans une salle de classe ou autre pour une projection. Les solutions correctives à mettre en œuvre sont donc de mettre en place des interrupteurs, donc en fonction des caractéristiques de l'installation qui est présente, donc avec l'aide de l'électricien évidemment et selon les plans d'exécution. Autre solution corrective est de prendre connaissance des documents techniques pour identifier la présence ou non des interrupteurs et d'en informer les usagers s'il y a la présence de ces interrupteurs. Un exemple de bonne pratique que j'ai pu rencontrer, donc là on peut voir qu'on est dans une salle de classe et donc le détecteur de présence est lié à un interrupteur qu'on voit sur la gauche de la photo. Donc il est donc possible de forcer l'extinction des luminaires lors de la journée, donc des projections de support de cours par exemple. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre, ça va être d'anticiper la mise en place des interrupteurs et de leur localisation en phase conception, donc conjointement au pilotage par détection de présence et de luminosité. Et la deuxième bonne pratique, c'est donc d'informer le responsable du site de la localisation des interrupteurs. Ok, donc sur l'enseignement suivant, on parle de remplacer l'ensemble du luminaire lors du relamping. Donc voilà, sujet un peu particulier, notamment notion de relamping, etc. Quelle non-qualité observée sur le terrain, encore une fois, Clémence? Alors, déjà, première chose, le relamping, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'action de remplacer une lampe par une lampe ayant un meilleur rendement lumineux. Ici, on peut voir sur cette photo qu'un seul des tubes fluorescents, donc, qui est à l'origine des tubes T5, a été remplacé par un tube LED. Donc, en fait, la photométrie du luminaire est donc différente et n'est plus adaptée. Et donc, le seul changement des lampes ne permet pas d'optimiser les économies d'énergie et la durabilité du système. Une typologie de lampes différente a été installée dans un luminaire pourvu d'un réflecteur, ce qui n'est pas correct en fait. L'origine de ce constat, c'est la méconnaissance de la compatibilité des produits. Et les principaux impacts, donc là, il y en a plusieurs. Donc, ça va être la modification de la quantité de lumière dans la pièce.
Donc, la photométrie du luminaire est donnée avec une lampe précise, et si on remplace par une autre lampe, ça va induire une photométrie différente. À savoir que la photométrie, c'est en fait ce qui regroupe, c'est le nom qui regroupe quatre grandeurs, donc qui traite de l'intensité lumineuse, du flux lumineux, du niveau d'éclairement et de la notion de luminance, qui est notion d'éblouissement qui est appréciable selon chacun. Deuxième impact, ça va être l'absence d'économie d'énergie. En effet, un ballast ferromagnétique qui est à la base prévu pour un tube fluorescent. Et donc, s'il est couplé à une LED, il consommera autant finalement, puisque ce n'est pas compatible. Le troisième, c'est donc le risque d'éblouissement, ce qui revient aussi au terme de photométrie. Le quatrième impact va être la diminution de la performance du luminaire. En effet, une LED a besoin de plus de ventilation qu'un tube fluorescent. Donc, un mauvais relamping de la lampe induira un manque de ventilation du luminaire et donc une perte de performance de la LED. Et donc, la durée de vie qui est initialement indiquée sur la fiche technique ne sera pas la même, elle sera diminuée. Et finalement, le risque de chute de la LED, puisque si seulement la lampe est remplacée et l'habitacle, les douilles et les ballasts conservés, il y aura un problème puisque les tubes LED sont plus lourds que les tubes fluorescents. Donc les équipements d'origine que je viens de citer pourraient ne pas supporter le poids de cette nouvelle lampe LED. Il y a donc un risque pour la sécurité. Solution corrective à mettre en place, ça va être de faire intervenir un installateur électricien professionnel donc pour déconnecter le ballast ou tout simplement de remplacer l'ensemble du luminaire pour être sûr que tout coordonne et que la photométrie soit correcte. Ici, un exemple de bonne pratique rencontrée, c'est lors d'une opération de relamping, donc le luminaire composé de tubes fluorescents a été complètement remplacé par un luminaire LED, donc habitacle, tout compris. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre dès le début sont donc de réaliser en conception une étude d'éclairement et de vérifier la compatibilité et la faisabilité du relamping si l'ensemble du luminaire n'est pas remplacé. Donc sinon, ça va être de mettre en place une dalle LED plutôt que des tubes LED, ce qui assure la compatibilité de l'ensemble des luminaires. Sinon, de vérifier, donc suite à ce remplacement, la conformité des niveaux d'éclairement dans la pièce, donc à l'aide d'un luxmètre, tout simplement, on n'a pas besoin forcément d'un spectromètre pour vérifier cela. Les niveaux d'éclairement qui doivent coordonner avec la réglementation en vigueur, et finalement d'intégrer un projet d'éclairage plutôt qu'un simple relamping dans le cadre d'une rénovation sera encore quelque chose de meilleur. Ok, merci. Et du coup, pour terminer ces 45 minutes de présentation, un dernier renseignement, celui qui est d'effectuer un réglage et un contrôle régulier des détecteurs de luminosité. Alors, sur cette photo de non-qualité, on peut voir que malgré la présence d'un détecteur de luminosité, les luminaires restent allumés alors qu'on voit que la lumière naturelle est suffisante. Donc l'éclairage artificiel s'est déclenché malgré ça. L'origine de ce constat va être que les réglages du détecteur n'ont peut-être pas été effectués ou les pré-réglages d'usine n'ont pas été changés. Ça peut être encore un réaménagement de la pièce qui a été effectué, donc ce qui a entraîné une modification de la surface de calibrage du détecteur. Le principal impact va être une surconsommation énergétique du poste éclairage. La solution corrective à mettre en œuvre va être d'effectuer un réglage du détecteur de luminosité selon les recommandations du fabricant, de l'AFE, selon les valeurs normatives ou la réglementation en vigueur. Donc, ici, une photo d'une bonne pratique.
Donc, on voit que l'allumage ne se déclenche pas car la lumière naturelle est suffisante. Donc, on peut voir qu'il y a un détecteur sur la droite de l'écran qui a été correctement réglé. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre, ça va être de choisir un détecteur déjà adapté à l'usage, car les détecteurs sont pré-réglés en usine en fonction de leur destination. Les réglages, par exemple, ne seront pas les mêmes pour un détecteur destiné à une circulation qu'à un sanitaire. Une temporisation sera différente. Deuxième bonne pratique, ça va être d'effectuer ce réglage en amont de l'utilisation des locaux. Donc, le réglage doit être réalisé en fonction de la pièce et durant la nuit. Et il est possible de modifier ces réglages à l'aide des potentiomètres, d'une télécommande ou encore du panneau de configuration de la GTC si il y a présence de GTC sur le bâtiment. Un autre exemple de bonne pratique, ici on peut voir un détecteur et donc sous ce détecteur il y a 3 petits cercles qui sont en fait les 3 potentiomètres qui permettent de régler donc la temporisation, la luminosité et la sensibilité portée de ce détecteur en fonction de son utilisation. Et voilà, j'ai fini pour cette présentation. Oui, donc du coup, on vous a présenté 8 des 12 enseignements que vous trouverez dans le rapport. Ceux qu'on n'a pas détaillés aujourd'hui, mais voilà, vous retrouverez vraiment tout le détail, les références, etc. dans le rapport. Le premier enseignement qui était celui d'adapter l'aménagement de la pièce en fonction des apports de lumière naturelle. Donc, c'est le deuxième enseignement qui concernait la lumière naturelle. Vous aurez un autre enseignement sur le fait d'éviter les éclairages directs provenant du plafond. Donc là, on est beaucoup sur des notions de confort d'usage. On a un enseignement également sur le fait de choisir une température de couleur adaptée à l'usage et au moment de la journée. Et enfin, un autre enseignement sur le fait d'afficher des explications pour inciter à l'utilisation de la gradation manuelle par les utilisateurs, des choses qu'on a remarquées sur le terrain qui ne sont pas, des informations qui ne sont pas transmises ou qui ne sont mal comprises par les utilisateurs. Et du coup, la gradation manuelle n'est pas utilisée et derrière, on n'a pas les économies d'énergie que l'on souhaitait réaliser. Clémence, du coup, quelques éléments de conclusion sur ce sujet d'aujourd'hui? Oui, alors donc pour conclure, en fait, la mise en place de systèmes performants et intelligents est encouragée actuellement par les aides financières et constitue un accélérateur pour la rénovation de l'éclairage. Le remplacement des lampes par des lampes LED est un exemple simple à mettre en place et permet de réduire immédiatement sa facture énergétique. Cependant, les enseignements présents dans ce rapport mettent en évidence un certain nombre de points de vigilance donc qui peuvent être anticipés en rénovation par un diagnostic initial de l'état existant ou encore par la réalisation d'une étude d'éclairement, donc aussi bien en neuf qu'en rénovation dans ce cas. Suite à l'installation et donc à la réception, un autocontrôle et une vérification peut être réalisé donc à l'aide de mesures, comme j'ai pu vous le montrer, donc d'un luxmètre ou d'un spectromètre. Un point primordial ici est aussi l'information des usagers. En effet, il faut que les systèmes soient compris et acceptés par tous pour en faire une meilleure utilisation et surtout utiliser les systèmes prévus comme il se doit. Dernier point, il est important de mettre en place des programmes de maintenance des équipements et de ne pas négliger les coûts d'exploitation et de maintenance, c'est ce qu'on appelle la notion de coût global. Et donc pour conclure, en plus du gain économique, donc un projet correctement mené apportera aussi des avantages sanitaires et sociaux, ce qui est aujourd'hui peu mis en avant. Ok, merci beaucoup Clémence. On arrive donc à la fin de cette présentation. J'espère que ça vous aura apporté des éléments nouveaux ou de confirmer des éléments que vous aviez peut-être déjà en tête suite à des retours d'expérience. Donc je rappelle que le rapport est disponible sur le site de la mallette pédagogique. On vous remettra en ligne aussi demain pour que vous puissiez aussi télécharger les photos issues de ce rapport si vous souhaitez les utiliser pour vos formations, pour sensibiliser dans vos réseaux. Il y aura aussi la possibilité de télécharger indépendamment un enseignement d'un autre si tous les enseignements ne concernent pas votre activité ou votre souhait de partage. Donc ça, à partir de demain, ce sera disponible sur le site de la mallette pédagogique.
Concernant les webconférences du dispositif Frex Bâtiment Performant, on se retrouve pour la 5e session le jeudi 10 juin, même heure, donc 11h30, et on parlera de l'ITE en rénovation, et notamment sur l'aspect thermique, pas forcément uniquement l'aspect technique mis en œuvre, mais aussi l'aspect thermique. Donc, ce sera une webconférence qui sera présentée par Frédéric Moule, qui est l'enquêteur du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui a travaillé sur ce sujet. Avant de se quitter, et pour ceux qui le souhaitent, je pense notamment aux formateurs, enseignants et ceux qui ne connaissent pas encore la mallette pédagogique. Je vais vous mettre quelques images pour voir un petit peu comment utiliser cette mallette pédagogique. Du coup, Clémence, est-ce que tu peux me laisser le partage? Super, merci. Hop, et puis du coup, je vais vous partager mon écran avec ces quelques images. Donc, le site de la mallette pédagogique, hop, j'enlève le petit trait. Donc, vous avez une entrée par activité. Donc, si vous choisissez, si vous êtes formateur, enseignant, professionnel ou entreprise, vous avez un parcours qui vous est proposé. Vous trouverez les mêmes informations, mais elles seront proposées de manière différente en fonction de votre activité. Donc, certaines ressources seront priorisées par rapport à d'autres. Et sinon, vous trouverez les différentes ressources, donc les rapports thématiques, les photos commentées, des études de cas, des QCM, pour fabriquer vos supports de formation ou tout simplement partager dans votre réseau pour de la sensibilisation. Donc, les thématiques qui sont abordées, parois opaques, parois vitrées, eau chaude sanitaire, voilà, on a tous les équipements, ventilation, etc. Donc, je vous laisserai regarder de votre côté. Tout est gratuit et téléchargeable à partir de ce site. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre participation. Je vois que dans le chat, voilà, il y a eu pas mal de questions. Je crois qu'elles ont trouvé leurs réponses pour la plupart. Si ce n'est pas le cas, on va les reprendre et puis on pourra communiquer sur les manques. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis du coup, rendez-vous le 10 juin. Merci, bonne Au revoir, journée. merci Clémence, merci Yannick.